Bonsoir à tous et bienvenue. Série de rencontres ce mercredi pour Patrick Hachi. Le Premier ministre a rencontré les acteurs du secteur privé et ceux de la BAD. Ces rencontres marquent le départ des collaborations entre son gouvernement et ses différentes institutions. Le bureau de l'Assemblée nationale est désormais connu. 11 élus parmi les élus, tous les partis politiques sont représentés à l'exception de l'UDPCI, ce qui a entraîné de vives contestations. Vous le verrez. Et puis il avait promis faire un mandat. Hier, il a été réélu pour un deuxième. Patrice Talon dirigera à nouveau le Bénin pour les 5 années à venir. Patrick Hachi a tenu ce mercredi une série de rencontres avec respectivement les acteurs du secteur privé en matinée et avec le vice-président de la Banque mondiale dans le courant de l'après-midi. Ces premières rencontres marquent le départ des collaborations entre son gouvernement et ses différentes institutions. Nadja Eja, Aruna Zeba. La toute première rencontre du nouveau chef du gouvernement Patrick Hachi avec le secteur privé ne s'est pas fait longtemps attendre. Ce 14 avril, il a reçu en audience le patronat ivoirien. Pour ces opérateurs économiques, cette première séance de travail trace les sillons de la collaboration avec le nouveau gouvernement pour une Côte d'Ivoire forte. Le programme du gouvernement présenté par le président de la République, qu'il a élaboré sous le vocable de Côte d'Ivoire solidaire, consacre la position du secteur privé, fait du secteur privé un élément central du développement de notre pays et en particulier de son développement économique et social. Le secteur privé est reconnu dans son rôle de créateur de richesses, il est reconnu dans son rôle de créateur d'emplois. Plus tard dans la journée, c'est avec Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale, que le Premier ministre Patrick Hachi a échangé par vidéoconférence. Des échanges importants selon la représentante de la Banque mondiale. Nous avons eu le plaisir d'entendre Monsieur le Premier ministre présenter la vision 2030 qu'il a pour la Côte d'Ivoire, qui représente la vision de son Excellence Monsieur le Président et du gouvernement. Nous avons confirmé l'engagement du groupe de la Banque mondiale, non seulement de la Banque, mais aussi de la SFI et de la MIGA, à participer, à contribuer à la réalisation de cette vision qui vise à doubler le PIB par habitant en Côte d'Ivoire d'ici 2030 et assurer une Côte d'Ivoire plus solidaire. Depuis sa prise de fonction, le Premier ministre multiplie les rencontres dans le cadre de ses nouvelles missions. Et puis ce matin, Patrick Hachi ainsi que des membres du gouvernement étaient à la grande mosquée de la Riviera-Golfe pour exprimer les condoléances du gouvernement au COSIM ainsi qu'à la famille du cheikh Mamadou Traoré décédé hier mardi. Une perte énorme et une grande tristesse pour l'État ivoirien, comme nous le montrent Nadja Eja et Mathurin Badé. C'est aux environs de 12 heures que la délégation ministérielle, conduite par le chef du gouvernement Patrick Hachi, est arrivé à la mosquée de la Riviera-Golfe pour soutenir la communauté musulmane endeuillée par le rappel à Dieu du cheikh Haïma Mamadou Traoré. Le départ de l'homme de Dieu, au-delà de la religion musulmane, est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire. C'était un grand homme, un homme d'une grande droiture, un homme de consensus et un exemple, un modèle de piété. C'est une grande perte pour la communauté, mais je dirais même pour la Côte d'Ivoire, tant il s'était engagé dans le dialogue interconfessionnel. Nous prions Dieu pour que son âme repose en paix. Une visite de condoléances fortement appréciée par le COSIM, Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, qui n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance à la délégation sur place, ainsi qu'au chef de l'État. Merci à Monsieur le Président de la République pour ce qu'il a fait pour l'imam Traoré. Et pour ce qu'il avait l'intention de faire. Son intention a été précédée par le décret de Dieu. Mais les récompenses sont à leur place. Les imams me chargent de vous dire, Monsieur le Premier ministre, de rassurer le chef de l'État, Alhaji Alassane Ouattara.
Inch'Allah, Inch'Allah, summa Inch'Allah, le COSIM fera tout pour mériter la confiance qui passe dans les humains. Avant de prendre congé de la communauté éplorée, le gouvernement a sacrifié à la signature du livre de condoléances. Marié et père de 5 enfants, le cheikh est décédé ce mardi 13 avril, à l'âge de 77 ans. Il a été élu à l'unanimité à la tête du COSIM le 29 mai 2020, en succession au défunt Cheikh Boakari Fofana. Le bureau de l'Assemblée nationale a été présenté et approuvé aujourd'hui en séance plénière. Il est composé de membres du parti au pouvoir et des groupes parlementaires de l'opposition, à l'exception de l'UDPCI, dirigé par Mabritois Keus, une situation qui a entraîné des contestations ce mercredi. Salif Yalekoué, Fulgence Kissédou. Après l'élection du président de l'Assemblée nationale le 30 mars, et l'ouverture solennelle le 1er avril dernier, les élus de la nation étaient ce mercredi à l'hémicycle. 2 points à l'ordre du jour de cette rencontre, la présentation des groupes parlementaires et l'élection du bureau. Conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement de l'Assemblée nationale, 4 groupes parlementaires se sont aujourd'hui constitués. Le groupe parlementaire RHDP, constitué de 153 membres, avec pour président le député Tchawara Mamadou. Le groupe parlementaire PDCI-RDA, constitué de 65 membres, avec pour président le député Do Simon. Le groupe parlementaire EDS, constitué de 17 membres, avec pour président le député Hubert Oulaï. Le groupe parlementaire UDPCI, constitué de 9 membres, avec pour président le député Séri Pascal. Après la lecture de la présentation du bureau, qui comprend des membres de l'opposition comme des députés proches du pouvoir, la liste est contestée. Une partie de l'opposition, dont le groupe parlementaire UDPCI, dénonce. Le président de l'Assemblée nationale, ça doit refléter toutes les sensibilités. Et lui-même l'a dit, vous avez constaté que dans son dit, il a parlé de ça. Et pourtant, il n'a pas mis en exécution l'article 6, alinéa 2 de notre règlement intérieur. Donc on n'est pas consentant, on n'est pas d'accord avec ça. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. C'est vrai que pour notre part, nous sommes représentés à un niveau qui est plus faible que ce que nous aurions souhaité. Mais ce qui est important, c'est que l'ensemble des forces puissent être présentes. Et nous avons appuyé, soutenu nos amis de l'UDPCI qui malheureusement ne sont pas prêts, ne sont pas présents autour de cette table. Donc nous avons lancé, en tout cas le PDCI-RDA a lancé un appel au président pour qu'il use de toutes ses prérogatives pour faire en sorte que l'UDPCI puisse participer au mieux aux instances de l'Assemblée nationale. Malgré cette situation, 179 députés ont voté pour le bureau présenté, 12 contre et 55 se sont abstenus. Dans les prochains jours, les listes des commissions permanentes seront présentées. La 3e phase du dialogue politique pour la paix en Côte d'Ivoire s'est clôturée le 29 décembre dernier, 4 mois plus tard. Quel est l'état d'avancement des recommandations issues de ce dialogue? La Convention de la société civile fait le point ce mercredi à Yéli Traoré, Kimouarik. Le gouvernement avait ouvert du 21 au 29 décembre 2020 la 3e phase du dialogue politique avec les partis politiques et les organisations de la société civile. Les échanges de cette 3e phase du dialogue avaient été conduits par l'ancien chef du gouvernement Ahmed Bakayoko, conformément aux instructions du président de la République. Ce dialogue devant, in fine, aboutir à l'apaisement du climat politique. C'est pour faire le point de la mise en œuvre des recommandations de ce dialogue que les organisations de la société civile ont organisé cette conférence de presse. Aujourd'hui, nous venons faire le point parce que nous avons suivi les avancées, nous pouvons retenir comme point de satisfaction, comme avancée. Nous avons relevé
Et il y a aussi des points qui sont en cours d'exécution. Et nous avons terminé tout cela par des recommandations à l'endroit, en direction des parties prenantes. Sans verser dans l'autosatisfaction, nous pouvons dire qu'il y a des avancées notoires, significatives et qui sont en tout cas très, très encourageants pour nous. L'une des preuves, vous voyez, on part d'un état de belligérance, de tension, et à un autre que nous appelons une période d'attention. Donc nous sommes dans une situation aujourd'hui de paix sociale. Les signataires de la déclaration saluent la mémoire de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko, artisan de cette phase 3 du dialogue politique, et prennent acte de l'acquittement par la CPI de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Décision susceptible, selon eux, de consolider la paix et renforcer la cohésion sociale. Depuis le 11 mars 2020, date à laquelle l'État ivoirien a annoncé son premier cas de coronavirus, 269 personnes sont décédées de la maladie. Pour la paix et le repos de l'âme des victimes, la Première Dame a demandé une messe spéciale. C'est à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse, illustration de Timé Danger et Aruna Zeba. Notre-Dame de la Tendresse de Cocody Riviera Golf. La paroisse abrite une messe spéciale sollicitée par la Première Dame. Au menu, liturgie, méditation et louange à la gloire de Dieu. Genoux fléchis ou encore mains et voix levées à Dieu, les fidèles crient au Seigneur, l'implorant de prendre pitié de la Côte d'Ivoire, éprouvée par des décès d'autorités politiques et religieuses, ainsi que la pandémie à coronavirus. La communauté paroissiale est à fond dans l'invocation. Elle prie le Seigneur de ne pas regarder le péché, mais la foi de son peuple réuni à la demande de la Première Dame. Un appel au recueillement que salue le conseil paroissial. L'initiative prise par la Première Dame est louable et répond comme un écho à l'acte posé par Judas Maccabée, à savoir prier pour les soldats tombés à la bataille dans la défense du peuple d'Israël. Prier pour les morts est un devoir de justice et de charité. Notre prière pour eux constitue un puissant suffrage devant Dieu. Merci donc à la Première Dame qui a pensé aux victimes connues et inconnues du coronavirus, Covid-19. Après les lamentations et les chants à la gloire de Dieu, les fidèles sont aux pieds de Marie. La Première Dame s'y recueille et revient sur son invitation à la nation de se réfugier dans le Seigneur en soutien aux initiatives de paix et en guise de compassion aux victimes de la Covid-19 dans le pays. Malheureusement, ces derniers mois, dernières semaines, nous avons perdu de personnalités politiques, des personnalités administratives et religieuses encore très récemment. Et vraiment, je souhaite que Dieu fasse que le malheur s'éloigne de notre pays. Qu'il jette un regard de miséricorde sur notre pays, la Côte d'Ivoire, qu'il éloigne le coronavirus de notre pays et qu'il apaise le cœur des familles endeuillées et enfin qu'il conforte la paix dans le cœur des Ivoiriens. Notons que la même activité, à l'initiative de la Première Dame, a réuni la semaine dernière la communauté musulmane au siège du COSIM d'Abidjan-Treichville. Plusieurs imams y avaient invoqué la miséricorde d'Allah. Autant de prières pour confier le pays au Seigneur. 48 nouveaux greffiers, dont 3 militaires et 1 policier, sont prêts à servir la justice ivoirienne en fin de formation à l'Institut national de formation judiciaire. Ces auxiliaires de justice ont prêté serment ce mercredi. Ils jurent loyauté, dévouement et exemplarité. Timé Danger, Tanguy Kona. Salle d'audience des affaires correctionnelles du tribunal d'Abidjan-Plateau. À la barre, 48 auditeurs en fin de formation à l'école des greffiers. En face, la présidente de la Cour,
avant de les renvoyer à l'exercice de leurs fonctions dans les juridictions civiles et militaires du pays. Elle les invite à prêter serment. Monsieur Aoussou Konan Serge. Je le jure. Ouattara Nezedialou Bouli Charlène Désiré. Par cet acte, de l'avis de la présidente, ces tout nouveaux auxiliaires de justice doivent s'interdire tout parjure, fait qui pourrait les renvoyer en audience correctionnelle pour subir cette fois la rigueur de la loi. En cas de non-respect de votre serment que vous venez de prêter, vous vous exposez à des sanctions aussi bien disciplinaires et même pénales. Les tout nouveaux greffiers du pays se disent conscients de la portée de leur serment. Au terme de l'exercice, à la barre, ils rassurent. Nous avons comme nom de baptême de promotion Excellence. Dans l'excellence, il y a le travail. Dans l'excellence, il y a la loyauté. Dans l'excellence, il y a la dignité. Dans l'excellence, il y a le professionnalisme. Somme toute, ces qualités que je viens de citer sont contenues dans le statut des greffes. On fera de notre mieux pour relever le défi que le ministère de la Justice est assigné. Notons que la promotion 2020-2021 des greffiers sortis de l'Institut national de formation judiciaire compte en son sein 45 civils, 2 militaires et 1 policier. En Côte d'Ivoire, à une certaine époque, on reprochait aux jeunes de tout attendre de l'État, du gouvernement. Aujourd'hui, les lignes bougent, les jeunes s'intéressent de plus en plus à l'entrepreneuriat, femmes et hommes, diplômés ou non. Ils investissent souvent de leur propre poche dans presque tous les secteurs d'activité. Leurs motivations, leurs difficultés, leurs aspirations dans ce reportage de Brice Niawa et Fulgence Kissiedou. Cocody Angré Maou. Jean-Baptiste, anciennement éleveur, s'est converti dans la coiffure. Un métier qu'il a appris auprès d'un ami avant d'être aujourd'hui le premier responsable de ce salon. 10 ans après que j'ai travaillé pour mon boss, j'ai eu cette soif-là de me mettre à mon compte. Plusieurs jeunes sont aussi responsables de leurs propres affaires. Cette montée des jeunes Ivoiriens dans la vie entrepreneuriale s'explique par une prise de conscience des réalités sociales et par le besoin d'affirmer leur indépendance socio-économique. En tant qu'homme, entreprendre doit normalement être notre respiration. Le salaire, c'est bien, c'est ce qu'il y a de base, mais derrière, vous devez entreprendre et surtout dans ce que vous savez faire pour être à l'aise. J'étais encore en licence 2 quand j'ai eu envie d'entreprendre. Donc il fallait déjà que je trouve une idée qui allait pouvoir me permettre de me prendre en charge. Donc c'est ainsi que j'ai énuméré 12 projets. Parmi les 12, j'ai retenu 8, après 4 et 1. Nous voulons vendre le riz dans toutes les grandes surfaces et puis permettre aux grossistes qui nous contactent de pouvoir distribuer nos produits. Donc, nous avons besoin de moyens financiers. Même s'ils s'en sortent bien, chacun selon son domaine d'activité, les jeunes entrepreneurs ivoiriens cherchent à élargir leur marché. Mais le problème de financement semble un défi majeur à relever. L'un des, on va dire, des obstacles majeurs à l'accompagnement des clients qui nous soumettent leur demande de financement, c'est justement le fait de ne pas pouvoir bien adresser leur demande. Bien adresser sa demande, c'est d'être capable justement à son niveau d'identifier la nature ou la source de financement la plus adaptée. La meilleure manière de commencer une activité, c'est d'abord de se renseigner sur le secteur, de comprendre effectivement les gains possibles dans ce secteur, de définir un business model et puis de commencer à se formaliser. On commence très souvent par le mindset, par l'esprit même de l'entrepreneur, pour lui dire que l'activité d'entrepreneuriat n'est pas une activité facile, c'est un challenge et donc il faut se préparer à cela. L'engagement des jeunes entrepreneurs pourrait résoudre le problème du chômage, mais pas sans un appui financier et technique conséquent.
C'est sans surprise qu'hier soir, Patrice Talon a été réélu président du Bénin avec 86% des voix selon les résultats provisoires de la commission électorale. Sans surprise puisque le chef de l'État faisait face à des candidats de l'opposition quasiment inconnus. Une victoire aussitôt célébrée par ses partisans à travers la capitale Cotonou. Pierre Dipomela. Le duo de candidats Patrice Athanase Guillaume Talon et Mariam Tchabi Talata obtient dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés. Majorité absolue des suffrages exprimés. Patrice Talon est réélu à 86% des voix. Dès l'annonce de sa victoire par la Sénat, Commission électorale nationale autonome, ses partisans ont aussitôt pris d'assaut les rues et son domicile dans une ambiance de fête. Nous sommes en fête parce que notre président a eu la victoire. Il a fait le chaos. Donc on est très contents. Nous sommes là pour célébrer et que la politique politicienne, on est en train de bannir la politique politicienne. On est là pour le développement. Que le pays se développe. Quand vous venez encore au Bénin, que vous vous sentez comme vous êtes à Paris. C'est ce que nous voulons pour notre pays. Et il a battu le record en termes d'infrastructures. Vous-même, vous avez vu, c'est dans toutes les communes. Si le score est sans appel pour le président Talon, le taux de participation, lui, reste un sujet de débat. Il circule sur les réseaux sociaux une estimation donnée par une plateforme des OSC et portant sur un taux de participation de 26%. Nous ignorons les bases de calcul de ce taux. La commission électorale annonce plutôt un taux de participation de 50,17%. Patrice Talon faisant face à Alassane Soumanou qui a récolté 11% des voix et Corentin Koué 2,3% des voix. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant. La météo suivie de NCI Reportage avec un sujet ce soir sur la fête de Pâques célébrée en Pays baoulé. Excellente soirée à tous.